Alors, nous sommes en direct des 15e assises des Mickey. On est content parce que la conférence inaugurale était sur l'alimentation dans les Mickey, ce qui est quand même très très nouveau comme sujet dans ces assises. Et je suis en compagnie du professeur Stéphane Naon du CHU Montfermeil et puis du professeur Bénédicte Pigneur de l'hôpital Necker Enfants Malades. Alors, professeur Stéphane Naon, d'abord, finalement, quel est le rationnel entre l'apparition d'une Mickey et l'alimentation ? Effectivement, les études très récentes chez des patients, plusieurs centaines de milliers de patients, ont montré qu'il y avait un lien entre une alimentation privilégiant les aliments ultra transformés et l'apparition d'une maladie de Crohn. Les résultats sont un peu moins clairs concernant la rectocolite hémorragique. Donc ça, c'est concernant l'alimentation ultra transformée, mais c'est aussi le cas pour l'alimentation dite inflammatoire. Alors, grosso modo, c'est les aliments ultra transformés, les graisses saturées, les sucres raffinés, la consommation de viande rouge à raison de plus de 2 fois par semaine. Donc cette alimentation inflammatoire est associée à un surrisque de développer une maladie de Crohn iléale. C'est moins clair à la fois pour la maladie de Crohn colique et la rectocolite hémorragique. Très bien. Alors, Bénédicte Pigneur, il y a aussi un rationnel sur les additifs alimentaires. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu quand même sur l'apparition d'une Mickey et additifs alimentaires, notamment dans nos pays occidentaux ou industrialisés. Oui, effectivement, il y a des données, alors d'abord chez l'animal, qui montrent que l'ajout d'additifs alimentaires chez un sujet prédisposé à faire une colite, notamment des souris IL10 mutées, favorise la survenue de la colite, et quand on exclut l'additif, les souris ne faisaient pas de colite. Chez l'homme, il y a eu une étude récente dans gastroentérologie de l'équipe de Benoît Chassin qui a montré des modifications chez des sujets sains exposés à des additifs alimentaires, notamment de leur bien-être abdominal avec une augmentation du score de douleur et puis des modifications de leur microbiote au cours du temps. Qui revenait à la normale après l'arrêt de l'additif alimentaire. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de données sur additifs et Mickey, mais il y a des données qui commencent à montrer un rôle pro-inflammatoire de ces additifs sur la muqueuse. Alors là, on est plutôt sur les surrisques d'apparition d'une maladie. Mais alors, une fois qu'on a la maladie, est-ce qu'un régime anti-inflammatoire est possible ? On sait qu'aujourd'hui, on a, pour améliorer la maladie, on sait aujourd'hui qu'on a un certain nombre de données, notamment chez les enfants. Vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors les pédiatres, on a depuis toujours essayé de traiter les maladies inflammatoires et notamment la maladie de Crohn par la nutrition, avec la nutrition entérale exclusive qu'on a utilisée pendant de très nombreuses années. Mais récemment, l'équipe d'Ari Levin en Israël a développé un régime qui s'appelle le CDED, qui est un régime basé sur 50% de nutrition entérale et 50% d'une alimentation restrictive, qui élimine beaucoup d'aliments, notamment le gluten et les produits laitiers, et qui privilégie donc des protéines comme le blanc de poulet, l'œuf, et quelques fruits et légumes, la banane, la pomme de terre et la pomme, avec des effets comparables à celui de la nutrition entérale exclusive sur 6 semaines. Alors ça veut dire régime quand même un peu d'exclusion, difficile à suivre. Finalement, en concret, quelles sont les recommandations qu'on pourrait donner aux patients justement sur comment mieux contrôler la maladie avec l'alimentation ? Est-ce que c'est possible ? Il est important de guider et accompagner nos patients dès le diagnostic de la maladie afin qu'il n'y ait pas d'erreurs qui seront très difficiles à remonter dans le temps une fois qu'elles ont été faites. Si bien que nous, ce qu'on conseille d'une manière globale, c'est déjà l'alimentation plaisir. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. Ensuite, éviter tout ce qui est aliments ultra transformés. On en a parlé avec leur rôle sur la maladie. Mais aussi, on conseillera une alimentation équilibrée et pouvant s'approcher du régime méditerranéen, car même non seulement il est bon pour traiter éventuellement une poussée, mais il est aussi pour prévenir d'autres maladies, notamment les maladies cardiovasculaires. Bien évidemment,
ce régime sera adapté notamment à la présence d'une sténose. Donc ces recommandations sont basées sur des études solides et doivent être proposées aux patients dès le diagnostic afin d'entrer, je dirais, dans un cercle plus vertueux et un accompagnement en privilégiant la cuisine à son domicile avec des aliments bio et en évitant tout ce qui est ultra transformé. Merci beaucoup. Finalement, Bénédicte Pigneur, ce qui est quand même intéressant là-dedans, c'est qu'on a beaucoup évolué sur le discours sur l'alimentation. En conclusion, qu'est-ce que vous pourriez dire justement de cette évolution ? Je crois que ce qu'on peut conclure, c'est que les malades atteints de Mickey, depuis des années, nous demandaient en consultation qu'est-ce que je dois manger, docteur, et comment je dois modifier mon alimentation, et qu'on avait du mal à leur répondre parce qu'on manquait de données, et que là, les dernières données récentes, publiées dans des très bons journaux, nous conseillent maintenant un régime et nous aident à répondre à nos patients. Et je crois que les scientifiques et les médecins ont écouté les patients, et ça, c'est une bonne nouvelle pour la suite. Donc plus en plus de données autour de l'alimentation. Ce qu'il faut, c'est effectivement privilégier le plaisir, pas la restriction alimentaire, pas les troubles du comportement alimentaire. Donc merci beaucoup à tous les deux pour ce topo qui est quand même relativement formidable et assez novateur, je dois dire, dans ces assises. Donc bravo à vous deux. Merci.